On peut commencer quand vous souhaitez. Le cours dure environ 2 heures. Les questions sont bienvenues, si je peux répondre avec plaisir. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les amputés, un peu. Vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer, les amputés. Donc je suis Dr Odemar et je m'occupe avec mes collègues kinésithérapeutes, ergothérapeutes du secteur de rééducation spécialisée membres supérieurs, amputation inclus. Et nous souhaitons vous partager notre expérience sur ce type de malades qui ont, par rapport aux amputés des membres inférieurs, d'autres objectifs. Vous avez peut-être pas encore étudié le projet de l'amputé du membre inférieur, mais c'est la marche. L'amputé du membre supérieur a des objectifs complètement différents. C'est l'appréhension. L'amputation du membre supérieur peut être soit congénitale, comme c'est le cas de cette petite bras que vous voyez, soit acquise suite à divers événements de la vie. Vous voyez ici deux types d'amputation, congénitale et acquise, chez deux jeunes. C'est rare, ce n'est pas une amputation qu'on va voir très souvent dans la pratique courante. Dans notre centre qui est spécialisé, je vois entre 2 à 3 amputations de membres supérieurs par an. Plus si on calcule toutes les amputations incluses, donc 10 à 15% des amputations sont des amputations du membre supérieur et la fréquence est un petit peu plus importante chez l'homme que chez la femme. Donc le profil, comme vous voyez, c'est l'homme jeune, actif, il est en activité professionnelle. C'est très souvent le membre dominant qui va subir ce traumatisme. Et d'un temps en temps, très rarement, on peut se retrouver avec des patients qui ont des amputations des 2 bras, ce qui entraîne un handicap très important. De la totalité des amputations de membres supérieurs, seulement 10% c'est une amputation bilatérale. Donc rare. Encore. Si on prend la totalité des amputations, la plus souvent amputation que vous allez voir dans votre activité professionnelle, c'est l'amputation d'avant-bras. Une autre amputation qui est assez fréquente, c'est l'amputation du bras. Très rarement, vous allez peut-être voir des désarticulations de l'épaule, donc l'ensemble du bras perdu par le patient. Et d'un temps en temps, vous pouvez voir des amputations transcarpiennes ou amputations partielles. Il y a une différence, comme vous voyez, entre l'amputation de une amputée de membre inférieur et une amputée de membre supérieur. Si l'amputé du membre inférieur est plutôt inactif, 2 tiers ils sont inactifs parce que la pathologie est différente, plus d'hommes que de femmes, la amputation de membres supérieurs, ce qu'il faut se mettre dans l'esprit, c'est que c'est l'actif, c'est le patient est actif, il a l'activité et qu'il est jeune. Quand vous dites 2 tiers de 40 ans, c'est plus de 40 ans? Attends, je reviens. C'est plutôt de 40 ans, donc, des jeunes. 2 tiers, c'est des 40 ans, avant 40 ans, oui, des jeunes. Les étiologies, en France, c'est étiologies différentes en fonction du pays. Très souvent, c'est des accidents traumatiques dans lesquels on va avoir les accidents de travail, les accidents de la voie publique ou accidents de loisirs. Par exemple, l'accident boogie, vous savez, les voitures qui n'ont pas beaucoup de stabilité et aucune protection, là, ça entraîne beaucoup des accidents. Les brûlures électriques.
dans mon activité, j'ai eu de temps en temps, depuis 10 ans environ, que 3 patients qui ont eu une amputation suite à un cancer. Donc c'est quand même assez rare. Une seule patiente depuis 10 ans, depuis que j'exerce, amputation dans un contexte des plexus brachial. Donc c'est les patients qui demandent d'avoir une amputation parce que le bras les gêne ou ils veulent apporter une fonctionnalité sous des plexus complets. Infection. L'infection, c'est des étiologies qui sont extrêmement graves. C'est rarissime. Mais si vous voulez, le lot de patients qui vont perdre les 2 bras ou les 2 membres supérieurs et les 2 membres inférieurs, ça vient de cette infection extrêmement grave, gravissime. Chez les jeunes ou les plus âgés qui, suite au traitement, vont avoir des nécroses des extrémités qui vont finir par des amputations. Quadriamputé, par exemple, c'est suite à ce type de problèmes qui peuvent apparaître. Congénital, je vous ai mis ici 1960 thalidomide, si vous voulez, à lancer les recherches dans le domaine des prothétisations des enfants qui sont nés avec des agénésies, donc absence du bras suite à une thérapie, c'était une iatrogénie. C'est des traitements qui ont empêché le développement du bras. Oui, c'est tératogène, mais si vous voulez, ça a accumulé beaucoup de fonds parce que il y a eu beaucoup de patients à un moment donné et ça a poussé dans cette période-là les recherches dans la prothétisation de ce patient petit, mineur, enfant. La chirurgie d'une amputée, lors d'un traumatisme par exemple, lors d'un accident de travail, va chercher en priorité à sauver le bras, donc à sauver le segment qui a souffert. C'est si on n'a pas pu le réimplanter ou si le bras il était extrêmement broyé, extrêmement abîmé, on arrive à amputer. On arrive à amputer le bras. D'habitude, les chirurgiens, quand ils ont un patient avec un potentiel d'évolution vers une nécrose, avec une perte du segment réimplanté, peuvent nous appeler pour nous demander des conseils concernant le niveau d'amputation. C'est ce qui est, si vous voulez, ce qui constitue une collaboration entre l'équipe de chirurgie et l'équipe qui va prendre en charge ce patient amputé, parce que pour appareiller, il faut une certaine qualité du moignon en termes de longueur et en termes de forme pour pouvoir construire sur cet moignon une éventuel appareillage. Il faut avoir la place en fonction d'amputation pour prévoir divers éléments qui vont former la prothèse. Et il faut assurer une suspension de la prothèse. Vous allez voir que la prothèse du bras tient par des moyens de suspension. Je vous rappelle qu'il y a quelques chirurgies innovantes qui sont actuellement en France effectuées par des équipes à la pointe. C'est la greffe des mains. Donc, c'est plutôt pour les amputés d'avant-bras, ça peut être pratiqué. Amputés des 2 bras d'habitude. Donc, il y a des indications, il y a des contraintes. Et comme c'est une greffe, donc c'est pas il y a les phénomènes de rejet de nature immune qui nécessitent un traitement immunosuppresseur à vie, tout en sachant que, comme toute greffe, à un moment donné, a une durée limitée. Donc, à un moment donné, le patient risque de perdre la greffe. Il y a une autre solution chirurgicale innovante qui est pratiquée également en France par certaines équipes. Elle est proposée aux patients amputés au niveau du bras ou des articulations au niveau de l'épaule.
C'est des techniques de chirurgie qui impliquent la réalisation des greffes des nerfs. Donc il faut que les nerfs médian, radial et ulnaire sont intacts pour être par la suite placés au niveau des muscles pectoraux, au niveau des muscles grands dorsaux, pour constituer des nouveaux sites de contraction et des nouveaux sites où on va placer des électrodes. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Les contraintes, comme toute innovation chirurgicale, sont qu'il s'agit d'une repousse nerveuse. Elle est de nature aléatoire, ça prend du temps. Et le processus d'apprentissage, il est extrêmement long. Donc, il faut que le patient s'implique et qui a du temps pour ce type de procédés. Pas seulement en termes de chirurgie, mais aussi en termes de suite, d'appareillage, de rééducation. Les différents niveaux d'amputation. Donc, vous voyez que différents niveaux d'amputation, ce dessin il est intéressant parce que si vous prenez par exemple, si vous vous trouvez avec une main partielle, vous vous dites, je suis au niveau, donc le patient il a une amputation au niveau de la main, donc on est sur une amputation partielle de la main. Pour chaque segment, vous avez une fonction qui se perd. Vous êtes au niveau du poignet, donc au niveau de la main, vous avez tout ce qui est sensibilité de la main et préhension, prise, pince et tout ça. Si vous êtes par exemple au niveau du bras, vous avez plusieurs fonctions qui sont perdues et qui, avec l'aide de l'appareillage, vous voulez substituer. Donc vous allez avoir une fonction de flexion-extension du cou, de la pronation, supination, le poignet qui peut tourner ou pas, peut être stable, c'est pas avoir une flexion-extension, et au niveau de la main. Donc pour chaque niveau d'amputation, en ce moment, il y a un appareillage qui peut être proposé. Jusqu'en 2016, on n'avait pas de solutions prothétiques pour la main partielle. Maintenant, depuis 2016, il y a des solutions. Et aussi pour la désarticulation de l'épaule, vous avez vu qu'il y a des prothèses qui sont de plus en plus performantes. Ici, les deux amputations les plus fréquentes avec lesquelles vous allez vous rencontrer. Donc, vous voyez une amputation de l'avant-bras. Ce qui est intéressant de remarquer sur le dessin, c'est que vous voyez, la forme du moignon, c'est une amputation assez longue, avec un moignon long. L'amputation du monsieur de mon côté gauche, c'est une amputation de bras avec à mi-bras à peu près. On dirait presque que c'est un moignon court. Donc le dessin est intéressant aussi parce que chaque amputé, chaque moignon, il est différent. Chaque moignon est différent, mais on les classe quand même en fonction de niveaux. Donc vous dites amputation au niveau d'avant-bras, ou vous pouvez parler aussi d'amputation transradiale. Et au niveau de l'amputation du bras, vous pouvez parler soit d'une amputation du bras, comme vous décrivez le patient, soit une amputation transhumérale. Donc, voilà, il faut décrire le niveau d'amputation. C'est important, surtout quand vous faites des détails d'appareillage. Il y a un petit peu moins de complications qu'on peut voir quand on s'occupe d'un amputé des membres supérieurs, un petit peu moins toutefois par rapport aux membres inférieurs. On n'est pas sous les mêmes pathologies, si vous voulez. Membres inférieurs, pathologie diabète, artériopathie, un petit peu moins le traumatisme. Donc on n'est pas sous les mêmes pathologies. Ici, on peut voir de temps en temps, je n'ai pas vu tant que ça, les infections, surtout si l'amputation a survenu dans un contexte traumatique saillant, avec des salissures beaucoup, sur une exploitation agricole. Là, effectivement, on peut voir des complications du moignon et de temps en temps des réductions du moignon initial. Des retards de cicatrisation, mais c'est moins important. L'algo-hallucineuse, donc les douleurs de membres fantômes,
sont très souvent dans les amputations du bras, au niveau de l'avant-bras, un petit peu moins quand vous êtes sous des amputations de doigts. Les doigts, ils donnent moins de ce type de complications. Et les agénésies, ils n'ont jamais ce type de phénomène. Parce qu'ils n'ont pas la même plasticité corticale, ce n'est pas le même schéma. À long terme, on peut voir pas forcément des complications, mais c'est des suites d'évolution des moignons qu'on a pris initialement en charge. Très souvent, c'est des natures trophiques, des variations du volume du moignon qui peuvent entraîner une désadaptation prothétique, psychologique, parce que c'est un drame pour la personne qui a souffert ce type de maladie. C'est un drame, c'est un choc, et des phénomènes algiques. Parfois, certaines reprises sont nécessaires. Vous voyez, par exemple, pour ce patient, il a nécessité, c'est un patient jeune, 20 ans, il avait à l'époque, il y a quelques années, en 2015, quand on l'a eu, accident de la voie publique. Bon, il y a eu d'autres complications, parmi lesquelles cette amputation gravissime. Vous voyez une greffe des peaux qui a été nécessaire pour couvrir la perte de substances. Et tout au bout du moignon, il y a une espèce de balance, un excès de parties molles qui doit être repris par le chirurgien parce que ça empêche la prothétisation. De l'autre côté, vous voyez une amputation partielle. Le patient, dans le cadre d'un accident de travail, une amputation de plusieurs doigts qui ont été initialement réimplantés, ont échoué, ils ont nécrosé, et les deux doigts que vous voyez ont survécu. Toutefois, il manquait de mobilité, c'est le 4 et le 5. Ils n'avaient pas de verrouillage. Et quand on est parti sur une prothèse, on s'est aperçu avec le patient. Nous, on savait déjà, mais lui, il fallait qu'il y ait un processus de travail sur lui-même pour comprendre qu'il nécessitera par la suite une réamputation. Donc, dans une deuxième phase, il a eu une amputation de ces deux doigts-là. Donc, on était sur une métacarpienne par la suite, qu'on a prothésé. Ça, c'est une évolution défavorable. Chez une dame de 80 ans, elle avait. C'était sur une chondrosarcome. C'est des cas très très rares que j'ai vus. C'est des tumeurs extrêmement agressives qui nécessitent des reprises multiples parce que ça récidive très souvent, comme c'était le cas de cette patiente. L'appareillage du membre supérieur doit répondre à plusieurs impératifs et il doit prendre en compte l'aspect complexe du membre supérieur. Le côté sensibilité, l'image corporelle, l'identité du patient, le bras, la main, ça fait partie d'une identité. Et le rôle de la main en termes de communication, parce qu'on parle beaucoup avec la main et la main nous représente beaucoup plus que le pied qu'on cache dans les chaussures et dans les pantalons. Donc la main, ça se voit. Elle sent, elle prend, elle communique. Donc elle est très liée au cerveau. La représentation de la main, elle est très importante et sur le cerveau, sur les aires des projections, tant du point de vue sensitif que du point de vue moteur. Et en fonction des cultures, il a des significations différentes. Un appareillage pour un patient amputé du membre supérieur essaye, si vous voulez, de répondre à son handicap, ne va pas lui donner la sensibilité, même qu'en termes de recherche actuellement, ils essayent de donner une certaine sensibilité à la main prothétique. Ils essayent surtout de lui donner une qualité de vie, de lui améliorer l'autonomie et de l'intégrer du point de vue social.
parce que le regard des autres, parfois, il est très blessant pour certains amputés. Un appareillage se constitue autour d'un projet. C'est un projet de vie. Le patient, on lui dit de réfléchir avec nous autour d'un projet de vie, de se projeter dans l'avenir. Il vient dans le centre d'habitude avec des désirs. Il souhaite toujours qu'on lui donne, qu'on lui retrouve sa main. Il attend ça d'un appareillage. Donc il faut lui identifier les besoins par rapport à la faisabilité. Il faut qu'on lui explique ce qu'on peut lui proposer, ce qui va lui répondre à ses désirs et d'être assez pragmatique en termes d'impossibilité de lui offrir tout. Comme j'ai eu un cas d'une jeune de 20 ans, c'était une amputation congénitale. Et elle souhaitait avoir une prothèse. Probablement qu'elle n'était pas très très informée, mais c'était ça son rôle aussi. Elle souhaitait une prothèse qui bouge beaucoup les doigts, donc une prothèse moderne de nouvelle génération pour sa profession de sage-femme. Donc je l'ai tout de suite dit, bon, plus ou moins délicatement, que la prothèse n'est pas faite pour certains milieux. Donc il faut être, dès le début, ne pas les donner des faux espoirs. Parce que certaines choses de la prothèse va les faire, mais il y a certaines conditions, il y a certaines contraintes. Il ne faut pas dire qu'elle va tout faire pour cette personne. Donc on est resté là. Je lui ai montré toutes les prothèses et puis au final, la discussion, après une heure de discussion, elle est partie parce qu'elle attendait autre chose. Et quand nous lui avons fait la documentation et on lui a tout expliqué, au final, elle a réfléchi. Peut-être qu'à la longue, elle va souhaiter avoir une prothèse. Pas tous les amputés congénitales arrivent à se prothèser. Il y a certains qui souhaitent, certains non. Ils peuvent vivre avec l'handicap initial. Parce que, à la différence de l'adulte, l'enfant il a des capacités qu'il a développées depuis sa jeune enfance et d'autres modalités de compenser la manque d'un segment. Donc le projet d'appareillage doit viser les habitudes de vie du patient. Donc l'ergothérapeute ou le kinésithérapeute va discuter avec le patient, qu'est-ce qu'il fait exactement, comment est sa vie, va analyser tous ces éléments, tout son quotidien, et quelles sont les priorités pour lui, qu'est-ce qu'il attend tout de suite d'une prothèse. L'objectif, c'est de lui retrouver un aspect esthétique, malgré le fait que les jeunes actuellement ça ne les gêne pas si la prothèse n'est pas anthropomorphique, donc ça ne ressemble pas tout à fait avec l'anatomie du bras ou de la main, et de lui donner une certaine autonomie fonctionnelle. Donc esthétique et fonction. Pas de sensibilité. Donc pour l'instant, les prothèses actuelles, ils n'offrent pas la sensibilité. Donc ça signifie que si on n'a pas la sensibilité, on a besoin de biofeedback visuel pour la prothèse, parce que la prothèse ne sent pas. Donc, pour la utiliser, il faut d'abord voir, c'est l'œil qui va diriger la main prothétique. Il faut toujours se rappeler ce qui entraîne une amputation pour la vie d'un malade. Ça c'est le jeune là qui a eu la réduction on le voit ici avec la réduction du ballon, on a réduit le moignon. Et ici c'est notre monsieur qui a une quadri-amputation, donc les deux bras, donc amputation au niveau des avant-bras, donc transradial, bilatéral, et également amputation au niveau des jambes, trans-tibial.
4. Donc vous imaginez le niveau de la perte d'autonomie de ce patient. Pas seulement qu'il est complètement autonome des autres au début, mais perdre un bras, si vous essayez un petit peu de vous mettre à leur place, c'est perdre une partie de soi-même. Et psychologiquement, c'est difficile de s'imaginer, de dépasser, surtout au début, si vous êtes un homme ou voilà, une femme il faut s'imaginer que la drame psychologique est très importante, surtout pour les femmes. Je l'ai vu pour les filles, pour une jeune fille qui perd ses bras, qui perd ses pieds. Bon, ce qui est particulier pour l'appareillage en général, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Il y a plusieurs membres de l'équipe. D'une part, c'est le chirurgien qui va réaliser un moignon, on dit moignon bien matelassé. Donc la réalisation, au niveau de la réalisation du moignon, vous voyez les structures au niveau d'un segment. Il ne faut pas que l'os qui a des excroissances, par exemple, qui a des excroissances osseuses qui vient tout de suite en contact avec la peau, parce que ça va entraîner des douleurs quand vous allez mettre quelque chose dessous. Donc il faut qu'il y ait une couverture cutanée. D'habitude, les tranches osseuses sont assez nettes. Il y a une suture qui se fait au bout de moignon par des techniques spécifiques qui vont suturer les tendons fléchures-extenseurs ensemble. Les nerfs, ils vont être sectionnés et enfuis dans les groupes musculaires pour ne pas entraîner des névromes. La cicatrice aussi, il faut qu'elle soit de bonne qualité, pas gênante, si possible. Le bilan médical qui est effectué par le médecin établit, donc on établit une relation avec le patient. On voit surtout s'il est en capacité de bénéficier d'un appareillage. Les troubles cognitifs, il y a certaines contraintes en termes d'état général, par exemple, qui limitent le processus d'appareillage qui prend quand même plusieurs mois. Le kinésithérapeute et l'ergothérapeute, donc on a les deux dans l'équipe. Dans notre structure, c'est beaucoup les ergothérapeutes qui remplissent le rôle auprès du patient, qui vont travailler sur l'ensemble de processus de rééducation et de réadaptation, tant sur le moignon que sur tout ce qui est entraînement avec le patient en vue d'une prothèse. On va voir par la suite. Aussi, une bonne partie de l'équipe, c'est le prothésiste. Le prothésiste, c'est pratiquement le moyen essentiel, parce que c'est lui qui va réaliser la prothèse selon nos orientations et l'orientation que le patient souhaite. C'est lui qui nous apporte toutes les innovations d'ordre technique et aussi l'expérience sur le matériel disponible. Nous, avec le patient, on identifie les besoins, on voit un petit peu ce qu'il souhaite et on discute après en équipe pour voir si on a la possibilité d'effectuer certains types de prothèses. Je vais vous le montrer une ou deux pour avoir une idée que parfois c'est pas toujours évident de trouver des solutions aux besoins du patient, ce qu'il veut. Le psychologue et l'assistance sociale font partie de l'équipe, c'est indispensable pour les aider à surmonter les différents problèmes d'ordre psychologique, mais aussi d'ordre social. Vous avez vu ce matin que parfois le patient se retrouve, il est actif, il faut qu'il se projette différemment, il ne sait pas s'il va pouvoir continuer ou pas dans une carrière. Avec l'assistance sociale, il y a des moyens pour l'orienter, pour essayer de le réintégrer au maximum dans la société. Le patient, évidemment, fait partie de l'équipe.
Et il faut qu'il soit disponible, présent et très réceptif au processus d'apprentissage et de rééducation. On va commencer par à discuter des groupes de prothèses et je vais vous montrer plusieurs exemples de prothèses. Donc il y a 3 en gros. Je n'ai pas voulu vous donner plus de classification. Il y a la prothèse, la prothèse de base, c'est une prothèse esthétique. Donc c'est une prothèse de tous les jours pour un événement social. Elle n'a pas une fonction, donc elle ne peut pas faire une fonction même si elle sert de temps en temps. Le patient le sert comme presse-papier ou comme aide, mais ce n'est pas une prothèse qui a une fonction. Esthétique, recouverte d'un gant, qui peut s'approcher très très bien de la couleur de la peau du patient et qui passe inaperçu. Le patient passe inaperçu avec ce type de prothèse. La prothèse mécanique. C'est une prothèse qui est très spécifique, une prothèse qui est demandée par les patients qui effectuent des travaux mécaniques, des travaux sur des exploitations agricoles, qui travaillent dans des milieux très saillants, avec salissure, pardon, des prothèses qui ont besoin d'être soumises à des contraintes environnementales, qui nécessitent des forces, des prix spécifiques. Donc c'est une prothèse robuste. Et puis après, vous avez la prothèse myoélectrique. Il y a la prothèse classique myoélectrique. Et puis il y a toutes les prothèses de nouvelle génération avec des doigts, donc avec des doigts qui bougent, pluriarticulés. Donc les deux, je les ai mis dans la prothèse myoélectrique parce que le principe de fonctionnement il est le même. Et les prothèses myoélectriques, à la différence des prothèses mécaniques et esthétiques, sont des prothèses qui ont déjà un mécanisme. Il y a d'électrique, d'électronique, et c'est comme la bagnole, comme c'est le portable. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Elle ne résiste pas à tous les chocs, elle ne résiste pas dans un certain milieu humide, on ne peut pas la tremper dans l'eau, enfin. Donc en gros, esthétique, mécanique, pour les travaux en agriculture extérieure, et la prothèse myoélectrique, des bases, et les prothèses de nouvelle génération. Donc les 3 prothèses, ils ont les mêmes composants. On les trouve dans toutes les prothèses disponibles actuellement sur le marché. Emboîture, c'est un élément qui est primordial. C'est celle qui est en contact avec le patient. Deuxième, c'est des pièces intermédiaires, qui on peut ou pas les avoir. Ces pièces intermédiaires, ça dépend des niveaux d'amputation. Si l'amputation est au niveau du bras, par exemple, on va avoir un coude, une emboîture, un coude, un avant-bras, éventuellement un poignet et la main. Si l'amputation est par exemple au niveau de la main, on ne va pas avoir forcément une pièce intermédiaire. C'est emboîture plus directement la prothèse. Troisième élément, c'est l'effecteur terminal qui peut être soit une main prothétique, soit un dispositif, comme c'est dans le cadre d'une prothèse mécanique par exemple. L'emboîture, elle est double. Il y a une qui est en contact avec le patient, il y a une qui est à l'extérieur et qui est rigide. Elle est individuelle dans le sens que pour chaque patient, pour chaque moignon, vous avez l'emboîture. Et même pour chaque moignon, vous pouvez avoir plusieurs emboîtures qui s'appellent des emboîtures test à cause des variations. Donc plusieurs emboîtures test seront nécessaires parce que dans le temps, le moignon peut augmenter de volume. Par exemple, si le patient a pris du poids, ou diminuer de volume si le patient perd du poids. Ça, c'est le plus souvent, c'est ça qu'on a. Et puis après, c'est les muscles qui sont différents. Ils s'atrophient un petit peu, ou perdent dans leur... l'œdème, au début, vous avez un œdème tout de suite après l'amputation qui va diminuer, donc vous vous retrouvez avec des moignons qui sont différents. Par exemple, un moignon qui est à 1 mois de l'amputation est très différent d'un moignon qui est à 1 an. L'emboîture assure la suspension de la prothèse au moignon.
avec des autres pièces. Parfois, c'est juste elle. Et on peut, si elle est suffisamment étanche, on n'a pas besoin de dispositifs supplémentaires pour la maintenir. Elle restitue la galbe, par exemple, au niveau d'un bras, au niveau des articulettes de l'épaule, la longueur du bras, et c'est l'emboîture qui est décisive pour la qualité d'une prothèse. Et ça, c'est valable aussi pour le membre inférieur. Si l'emboîture n'est pas suffisamment étanche, si elle est trop large, le patient soit perd la prothèse, ne peut plus commander la prothèse. Si l'emboîture est trop rigide ou ça, elle n'a pas bien été moulée, peut entraîner des douleurs. Donc, vous voyez, c'est essentiel, c'est absolument essentiel pour le bras, mais aussi pour le membre inférieur. Une emboîture qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas confortable, entraîne une prothèse qui ne sera pas portée. Donc c'est important que l'emboîture soit absolument parfaite en termes de confort et de fixation. Elle est fabriquée, ça par exemple, vous voyez, elle est fabriquée à partir de moulage. C'est une jambe que j'ai pris. À partir de moulage plâtré, on le fait. Et ça, c'est la première emboîture test. Vous voyez ici, les trous sont pour les électrodes. Il y a des matériaux qui sont spécifiques, c'est un surlin ou un silicone. Ça, c'est par exemple d'autres étapes de fabrication d'une emboîture. Vous voyez ici un moulage plâtré. On a fixé déjà des électrodes, c'est pour une amputation partielle de la main. Et puis, ici, c'est la première emboîture, parce qu'on a dit que l'emboîture est double. Donc, il y a celle qui est en contact. Celle-ci est en silicone calandré. Elle est en contact directement avec le moignon. Elle prend la forme du moignon. Ça, c'est le positif. Et ici, vous voyez l'orthoprothésiste, parce que c'est lui qui fabrique ces composants, qui fixe la place des électrodes. Après, c'est montage sur une main partielle. Donc, vous voyez, ça, c'est la double emboîture. Donc, celle qui vient au-dessus de la première, qui est en silicone. Et puis, vous avez la fixation des doigts. Vous n'avez pas de pièces intermédiaires ici. Vous avez juste emboîture fixée sur un moignon, qui est double, qui prend la forme du moignon, qui doit être étanche, et la fixation donc des effecteurs terminaux, des doigts polyarticulés, directement sur l'emboîture. Donc on a dit qu'il est réalisé l'emboîture à partir d'un moulage qui est plâtré sur mesure. C'est un thermoplastique d'haute température. Et résine stratifiée, mais ça c'est pour le côté externe. Elle est plus ou moins longue, l'emboîture, selon le niveau d'amputation. Fermée par une valve que je vais vous montrer. Elle peut maintenir par adhérence. Il y a un vide qui se crée à l'intérieur. Le patient la chausse. Et puis après, elle est maintenue. Il y a des électrodes étanches à l'intérieur. Et puis parfois, on a besoin de la maintenir par des sanglages. Il y a aussi une emboîture supracondylienne. C'est certes une excroissance du segment du patient qui assure le maintien de l'emboîture. Donc sans sanglage. Vous voyez, c'est ce patient. Vous voyez, une amputation moignon court. On est sur un moignon court, sur une amputation transhumérale. Le patient, malgré le fait qu'il y a encore des pansements, on peut le appareiller. Ici, c'est la valve. Ici, c'est le sanglage qui maintient l'emboîture en meilleur contact. Il faut qu'elle soit bien en contact avec le patient. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de l'emboîture, on a les électrodes. Et si les électrodes ne bougent, le patient perd le contrôle de la prothèse. C'est des électrodes qui sont en contact avec ses muscles. Ça, c'est une prothèse provisoire. Hein. Voilà, vous voyez ici la valve. Après, les pièces intermédiaires. Le coude, ça, c'est la batterie. Le poignet, mais il n'y a pas de poignet, c'est pas un poignet électrique, donc c'est juste une bague à couler pour fixer la main.
Et ça, c'est la forme, la prothèse définitive. On voit qu'on donne la galbe, ça lui donnait la galbe du bras, la longueur. On a ce coude, c'est un coude mécanique, avant-bras. Il n'a pas de pronosupination électrique, on peut ajouter si on veut, comme pièce intermédiaire, à l'intérieur de l'emboîture. Et la main, le gant au-dessus. Ici, vous voyez, il n'y a pas de gant. Ça, c'est pas un gant, c'est un recouvrement de toute la structure de la pince, de la main. Et le chose prothèse à côté, il y avait. Ça, c'est chose. Il faut une chose prothèse pour mettre la prothèse parce que ça tient par un vide. Elle chausse avec la prothèse et puis elle le sort par la valve. Les pièces intermédiaires, donc elles sont placées entre l'emboîture et l'effecteur terminal. Par exemple, ici, ça c'est un coude mécanique. On peut déclencher la prothèse, elle peut s'étendre et ça c'est ferme. La prothèse esthétique, on rappelle de ses rôles, c'est une aide psychologique pour certains. On l'utilise comme prothèse de secours. Parfois, quand la prothèse myoélectrique tombe en panne, c'est bien d'avoir une prothèse de secours. Réalisable quel que soit le niveau d'amputation. Elle est très légère. Hein. Il y a plusieurs types de bases qui sont remboursées. Il y a ce côté remboursement aussi qui est important pour certains patients. Et puis parfois elle est utilisée, elle est en fonction pour certains comme presse-papier. Ça c'est une prothèse mécanique, effecteur, terminal, un crochet. Par exemple ici, ça c'est un patient que nous avons appareillé récemment avec une prothèse mécanique, qui travaille sur une exploitation agricole. Donc il y a des vaches, il y a des brebis. Donc il est appareillé avec une prothèse myoélectrique, mais il n'était pas fait pour les travaux manuels. Donc très souvent ce patient nous appelait que de nouveau il est en panne de prothèse. Parce que soit il a perdu une batterie d'un buisson, soit il y a une vache qui lui a piqué la prothèse. Enfin, il y a toujours des histoires comme ça. Ça fait parce que la prothèse myoélectrique n'est pas faite pour des travaux d'agriculture. Donc on a imaginé une prothèse ancienne, robuste, qui est faite pour les travaux, ces travaux d'agriculture chez lui. Les éléments, donc on a conservé les plus légers par rapport à la prothèse myoélectrique. Donc on a conservé tous les éléments d'une prothèse classique. Donc l'emboîture, qui est maintenue avec l'aide des sangles. La valve, le coude qui est mécanique. Il est fixé par le patient avec l'autre main. Et ici, il y a une petite bague et il peut changer les deux. Donc il y a ces effecteurs sont interchangeables. Donc il peut les changer qu'un qu'un l'autre en fonction de ce qu'il veut effectuer. Par exemple, s'il veut ramasser du foin ou voilà, il veut faire du nettoyage, il utilise l'anneau ou sinon le crochet. Ça, c'est notre type de prothèse. On a dit que les patients, ils ont des besoins, des désirs. Il y a ce patient qui voulait une prothèse pour faire de la moto. C'est un moutard, donc il voulait une prothèse pour faire de la moto. Ça, c'est des éléments que ne sont pas remboursés par la caisse. Il se l'a acheté lui et il voulait juste que le montage sur l'emboîture soit fait par un orthoprothésiste avec notre aide. Ça, c'est un coude à ferrure extrêmement robuste et le maintien est réalisé par sanglage. L'emboîture est très courte en fait. Et là, vous voyez qu'il est en fixation parce qu'il a acheté, c'est ça là, c'est les pièces qu'il a achetées, qui sont fixées sur les mêmes. C'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Et au niveau de lui, de sa conduite, Oui. Ouais, il passe un permis, mais je vais vous raconter ça après. Effectivement, l'amputé, on va discuter, il doit passer des permis pour ça. Pour qu'ils soient en sécurité.
Ça, c'est une prothèse hybride, elle s'appelle, parce qu'elle a un côté mécanique et un côté électrique. Donc, c'est une prothèse définitive pour un amputé de bras. Donc, maintien par cinglage, une emboîture très large qui vient recouvrir l'ensemble du moignon. Plus l'emboîture prend l'épaule, moins les amplitudes sont plus les amplitudes sont limitées. Donc, quand le moignon est court, c'est ça le problème. Quand vous avez un moignon court, il faut venir avec une emboîture qui monte suffisamment haut pour qu'elle assure un bon maintien. Ça entraîne, le problème c'est que ça entraîne des limitations. Donc le patient ne va plus monter son bras jusqu'à 160 degrés, il va être un peu limité dans les mouvements à cause de montage. Le coude, c'est un coude, c'est un coude à ferrure, un coude mécanique, et ici on tirette, et le patient le fixe, par exemple, en extension ou en flexion pour travailler. Pour tourner, la pronosupination, il le fait avec l'autre main. Il y a deux systèmes. Soit c'est myoélectrique, donc soit il contracte et la prothèse tourne dans un sens et dans l'autre, soit avec l'autre main, il positionne en position de pronation ou supination avec l'autre main. La main est myoélectrique, dû au fait qu'elle est hybride, parce qu'elle inclut des éléments mécaniques et des éléments myoélectriques. Elle est prise en charge. Ça, c'est un coude électrique, myoélectrique, mais il n'est pas remboursé. Donc, le patient contracte, et il va plier, et contracte notre groupe musculaire, il va faire une extension. Et puis, il peut avoir la pronosupination, donc il faut pratiquement plusieurs groupes musculaires qui vont assurer flexion-extension du coude, pronosupination, et puis après, fermeture-ouverture de la main. C'est ça qui fait la prothèse. Donc, la main myoélectrique, quelles sont les composantes et les principes de fonctionnement pour comprendre un petit peu la prothèse. Donc, il y a des potentiels électriques qui sont générés par une contraction musculaire. Les groupes musculaires sont au niveau de la main. Il y a, si vous êtes sur une main partielle par exemple, vous avez le groupe ténarien, groupe hypoténarien et parfois même le premier interosso-dorsal. Mais ténarien, hypoténarien, deux groupes musculaires, deux contractions, deux potentiels électriques qu'on va récupérer par des électrodes qui sont appliquées comme quand vous faites par exemple des stimulations ou quand vous faites de biofeedback aussi, un biofeedback. Donc c'est des électrodes de surface que vous appliquez sur c'est le même principe. Vous appliquez sur les groupes musculaires, le patient contracte, le potentiel électrique qui est récupéré. On teste la contraction avec un appareil qui s'appelle myotest. Il faut qu'elle ait une certaine force pour être captée et par la suite amplifiée. Les électrodes se trouvent dans l'emboîture, mais en contact avec les groupes musculaires. Au niveau de l'avant-bras, par exemple, le groupe fléchisseur-extenseur, il peut vous faire groupe fléchisseur, fermeture de la main, c'est le plus intuitif, groupe extenseur, ouverture. Au niveau du bras, par exemple, si vous avez deux groupes musculaires, biceps ou fléchisseur du coude, ils vous font la fermeture, triceps, ils vous font ouverture de la main. Après, sur le même groupe, vous pouvez faire par exemple d'autres fonctions. Sur le bras, par exemple, vous pouvez faire pronosupination avec le même groupe musculaire. Le courant qui est récupéré avec l'aide de ces électrodes est transmis sous forme de signaux au niveau des moteurs électriques qui va mettre en action la pince qui est mécanique. Il y a une source d'énergie au niveau de la prothèse, c'est une batterie comme pour les portables en lithium qui est chargeable. Ça, c'est les composants. Donc, vous avez la main. Ça, c'est notre effecteur qui s'appelle Grafer. C'est batterie, les électrodes,
et ici vous avez le moteur. Donc, principe commande 2 muscles d'habitude, mais on peut faire avec un seul groupe musculaire. Mais le plus simple pour vous, c'est d'avoir une idée que c'est 2 groupes musculaires, de ne pas trop compliquer les choses. Et que cet groupe musculaire, il peut faire fermeture-ouverture. La condition, en fait, et c'est ça tout l'apprentissage, c'est qu'il faut dissocier. Pour une main myoélectrique classique, il faut que le patient contracte les fléchisseurs séparément des extenseurs. Il faut qu'il dissocie la contraction en de l'autre. Pour ce type de, pour les prothèses les prothèses de base. Ça c'est une prothèse par exemple pour un avant-bras. On revient sur les éléments, sur tous les mêmes éléments. Vous voyez l'emboîture, première emboîture, double emboîture. On maintient par un sanglage. Ici chaque prothèse elle a un numéro de série parce que l'attribution elle est individuelle. Hein. La batterie, le chargeur. La main myoélectrique qui est couverte d'un gant. C'est assez, voilà, c'est à peu près comme ça quand il y a la livraison d'une prothèse, on donne l'ensemble des composants. Et on explique au patient comment fonctionne, c'est le mode d'emploi. Présentation de quelques types de prothèses et puis après on fait une pause. Main myoélectrique, donc la plus prescrite pour l'instant, c'est la Sensor Speed s'appelle. Il y a 2 grands groupes de fabricants de prothèses qui sont en France. Ottobock, c'est un groupe autrichien-allemand. Et iLimb, c'est un groupe qui était irlandais à la base, anglais. La main Sensor Speed, c'est une main qui est programmable en fonction de la qualité des contractions. Bon, il y a quelques qualités. La force, elle a suffisamment de force, vitesse, des contractions. Et là, une préhension. C'est une main qui assure essentiellement une préhension tridigitale. Donc, c'est pas une main qui a plusieurs doigts. C'est une main que je vous ai montré là dans le... Ça, c'est la Sensor Speed. Donc, c'est ça la main en question. L'appréhension, c'est ça. Donc, le 4e et le 5e doigt sont en cette position de repos. Et c'est la pince, elle fait ça. C'est ici une petite image de l'intérieur de la main. Donc, c'est la pince qui est faite par le pouce et index et médius. Et là, une vitesse qui varie entre 15 à 300 mm par seconde et une force de 100 newtons. Le poids de cette prothèse, elle est quand même importante, 460. C'est le problème des prothèses myoélectriques, il faut passer au-delà de poids. Il faut supporter le poids d'une prothèse au bout de la main. Il y a une autonomie de la main grâce aux batteries en fonction de l'utilisation que le patient fait de sa main entre 10 heures, s'il utilise beaucoup dans la journée la main, jusqu'à 3 jours. Ça, c'est le coût pour la main classique, entre 8 000 à peu près et jusqu'à 17 000, par exemple pour une prothèse de bras. Et là, une ouverture donc elle ouvre jusqu'à 10 cm d'ouverture. Elle peut ouvrir pour attraper des objets. Et au niveau du pouce, elle a un sensor. C'est à cause de ça, ça s'appelle Sensor Speed, parce qu'il y a un sensor au niveau du pouce intégré, anti-glissement. Donc, comme la main ne sent pas, si l'objet, par exemple, le patient n'a pas fait attention, ces sensors, ils dépistent que l'objet est en train de glisser et hop, ça augmente la force automatiquement. Et le patient serre l'objet dans la main et le perd pas. Mais c'est grâce à ce sensor, c'est pas grâce au fait que le patient sent quelque chose avec la main. Ça, c'est le greffer qui est, on le donne avec la main. Le patient peut, par exemple, s'il fait des travaux de bricolage, peut bénéficier d'une main Sensor Speed et
avec une main qui est greffer, c'est un pinceau pour travailler par exemple dans un atelier. Elle est utilisée pour les travaux manuels en général. À ce niveau, elle peut être dévissée et changée avec la main sensor speed. Donc on peut interchanger cette main. Elle est raccordée à moyen d'un bag qui se trouve à ce niveau-là, au bout de l'avant-bras prothétique. Ça, c'est les mains de nouvelle génération. Il y a plusieurs. C'est la main Michelangelo. C'est une main au mouvement au niveau métacarpien. C'est une main qui bouge au niveau métacarpien. Ce qui est intéressant pour cette main, c'est le pouce qui est motorisé. Le pouce, il est opposable. Donc c'est ça qui est intéressant et qui fournit plusieurs types de prises. Elle fait fermeture-ouverture aussi. Otto Bock également, il a créé la main bibionique. C'est une main polydigitale. Voyez le poids, les caractéristiques. À la différence avec la main Michelangelo, c'est que le pouce, il faut que le patient le positionne. Or, dans la Michelangelo, c'est le patient contracte, hop, le pouce il vient en opposition et il fait la pince. Donc, le pouce est passif, il faut que le patient le positionne pour faire les prises. Et les doigts sont pliés fermes, il peut faire plusieurs types de prises. La main iLimb Ultra, c'est une main qui est prise en charge à la base d'un dossier spécifique. C'est une prothèse multi-articulée, qui fait des multiples prises. Si on a le temps, je vais vous montrer un petit peu toutes les prises, mais c'est vers la fin. Parce j'ai une petite chose à la fin, si on a le temps, de voir un petit peu les multiples prises qui sont faites par cette main. Prise personnalisée, index pointé, il peut faire prendre la souris, c'est... Les contraintes d'une prothèse sont le poids. On a vu les poids qui varient entre 400 grammes, 600 grammes, enfin c'est quand même assez important. Il faut supporter le poids de cette prothèse au bout. La fragilité, surtout pour toutes les prothèses qui sont électroniques. Le gant ne résiste pas, il se tache, il va se rompre, il va s'user, il faut le changer. La maintenance, c'est comme une voiture, il faut maintenir. Tous les ans, il faut faire une maintenance, ou quand il tombe en panne, il faut venir avec la main, la réparer, comme une voiture. Il est en garantie, la main. Il faut faire régulièrement des petites réparations. Et on doit toujours bien préciser au patient qu'il y a des milieux qui ne résistent pas. On ne peut pas utiliser cette main dans humidité, poussière, chaleur, vibration. Parce que l'électronique, elle n'est pas faite pour. Donc le portable, il ne va pas le tremper dans l'eau. Il ne va pas le mettre dans le foin. Donc c'est normal. C'est un outil électronique dont on doit prendre soin. Il y a les neuroprothèses. Je vous ai parlé un petit peu, mais pour l'instant, je n'ai pas vu en vrai ce type des interventions, ni ce type d'appareillage, pour être honnête. Donc les greffes qui sont effectuées pour les désarticulés d'épaule. Au début, ça c'est les prothèses qui ont été vues au début et actuellement sont un petit peu plus miniaturisées. Ils sont devenus moins encombrants pour des amputés bilatéraux, pour leur redonner l'autonomie. Quand ils ont perdu des articulés d'épaule des deux côtés, c'est sûr qu'avoir une main pour manger, pour boire un verre d'eau, pour se gratter la tête, c'est énorme. C'est énorme. Et on fait une petite pause. Donc on va continuer deuxième partie pour tout ce qui est rééducation et réadaptation, mais on peut faire une pause de 5 minutes pour ceux qui souhaitent. Si vous avez des questions.
c'est pas trop long, c'est pas... Ça va? Vous résistez? C'est sûr qu'il faut venir en centre pour voir un petit peu, avoir une idée. Non? Ça vous aide les images? C'est le fonctionnement, il faut que vous voyez le fonctionnement, mais bon. Il faut passer un petit peu dans les centres qui font des amputés. Oui. Oui. Oui, c'est pas une télécommande, c'est une iPod. On continue. Ce qui resterait, ce qui ne part pas. Mais j'ai vu que ça... Mais ça... Comment ça s'appelle ça? J'ai vu que vous les prenez, les cours en fait. J'ai vu ça à côté, oui. Mais vous faites toutes les cours ici? Toutes les cours, vous faites ici? Ah. Parce qu'en fait, avant,
Non, je fais le cours à peu près depuis quelques années, mais j'ajoute toujours quelque chose. Les nouveautés. Ça évolue, oui. Ça évolue quand même un peu. Donc on commence quand vous êtes prêts. Voilà. Donc deuxième partie, donc après avoir vu l'étiologie, les prothèses, les différents types de prothèses, on va passer à l'arrivée, donc l'arrivée de l'amputé au centre. Parce que d'habitude, ça peut se faire en hospitalisation de jour ou en externe. Mais le mieux, c'est que le patient vient quand même au début en centre pour l'apprentissage, même si c'est court. Il faut une période d'apprentissage pour manipuler bien la prothèse. Donc, pour se faire appareiller, soit qu'on est dans le cadre d'une amputation congénitale d'un patient qui n'a jamais été appareillé ou appareillé très peu, soit dans le cadre d'une amputation traumatique par exemple, ils font une forte motivation pour suivre un processus de rééducation qui implique tout appareillage. L'équipe, comme nous avons vu, elle est pluridisciplinaire, médecin, infirmier, kiné, ergo, psychologue, assistant social, chacun son rôle, et le prothésiste, très important, chacun son rôle pour aider le patient dans ce processus, qui est un processus d'accompagnement, si on est dans le cadre d'un drame, ou d'un apprentissage. Donc on lui apprend à manipuler un outil qui va lui apporter un plus pour sa vie. Donc il faut que l'appareillage répond aux besoins et aux possibilités du patient. Par exemple, un patient qui est âgé ne va pas avoir, qui a subi une amputation, ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un patient jeune. D'habitude, les jeunes, c'est main, surtout s'ils travaillent dans un secteur tertiaire, un main de dernière génération, il va rapidement être capable de commander la main. Donc on n'est pas sous les mêmes besoins, pas sous le même type de profil de patient. Le choix de la prothèse doit répondre aux impératifs de l'utilisation. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il souhaite faire le patient avec cette prothèse. Et d'un autre côté pragmatique des choses, les possibilités de remboursement, parce que pas toutes les prothèses sont remboursées. Donc si vous voulez des processus simples de réadaptation et de rééducation, c'est objectif. Quel est l'objectif d'un appareillage? Quel est l'objectif de la prothèse? Quel est le projet de vie du patient? Il y a des étapes d'appareillage. Il y a tout un entraînement physique à faire avant la prothèse. Après, il y a un processus qui est destiné à contrôler la prothèse, qui se fait dans le cadre des exercices qui vont être répétés, parce que l'apprentissage, c'est ça, on répète jusqu'au moment quand ça devient un automatisme. Et après, il y a une mise en situation dans les réels, mise en situation de vie concrète. Donc, utilisation de la prothèse dans des situations au début très simples, et puis après, utilisation de la prothèse dans le milieu de vie. Donc, si vous voulez des étapes, les étapes, c'est une phase pré-prothétique et une phase prothétique. L'appareillage peut durer entre 3
à 6 mois, mais ça peut être plus accéléré. Il y a des étapes qui sont plus accélérées. Par exemple, si le moignon est cicatrisé, on passe plus vite dans cette étape de rééducation. D'une amputation, bien sûr, non compliquée. La phase prothétique. Donc, un bilan clinique à l'entrée. Comme toujours dans la rééducation, dans toute rééducation en orthopédie. Les composantes sont toujours les mêmes, il faut les suivre et les valider. Donc toujours c'est la peau, ça va être toujours la peau, ça va être toujours l'état trophique, l'articulaire, donc mobilité passive, le musculaire, tendon, adhérence, rétraction, tonicité, présent ou pas présent, neurologique, paralysie, si on est sur le côté moteur, sensitif, s'il sent ou il ne sent pas, quelle est la sensibilité de ce patient, artériel, un petit peu moins chez nous, au niveau des amputés des membres supérieurs, la douleur, et puis après, réfléchir à la fonction. Donc toujours les mêmes étapes. Il faut les suivre, toujours quand on fait du membre supérieur, amputé inclus. Peau, trophique, articulaire, tendon et muscles, tendinomusculaire, neurologique, sensitif et moteur, douleur, côté douleur aussi, analyse de la douleur et fonctionnel. Avec un petit plus, il faut analyser l'état du moignon, mais toujours en termes de longueur, il est court, il est long, c'est comme ça. La forme du moignon, s'il a une forme un petit peu triangulaire ou fusiforme, éventuellement vous pouvez constater des moignons comme ça, ou avec un petit ballon graisseux là qui gêne. La cicatrice, comment elle est adhérente, elle est sensible, elle est épaisse, elle est hypertrophiée. Le volume, vous mesurez le volume. Il faut mesurer le moignon à plusieurs niveaux, au moins minimum 3. Et le suivre. L'œdème, il faut sentir avec le godet comme il est. Si le moignon sent ou pas, sensibilité, s'il est sensible, très important. Parce que s'il ne sent pas, si l'emboîture gêne ou il fait des ondes de hyperappui, là il ne sait pas. L'état musculaire, comment il est, si les muscles sont sidérés, s'il faut les renforcer. Osseux, vasculaire, un petit peu moins ici. Après, vérifier toutes les amplitudes articulaires parce que sur ça, le kinésithérapeute va continuer à faire la rééducation. Il faut qu'il récupère les amplitudes articulaires, l'atrophicité musculaire, améliore la vascularisation. Et bien sûr, l'état général. C'est important si le patient il est bon état général ou avec l'amputation, il a aussi eu d'autres complications. Parce que l'état général, s'il est de mauvaise qualité, ça rend l'apprentissage et tout le processus d'entraînement un petit peu fastidieux. Un patient, il rame un peu pour venir en soin, toujours dans la phase pré-prothétique, donc on n'est pas encore sur la prothèse. On a parlé des fonctions. Il faut qu'on voit quelle est l'autonomie du patient amputé pour le quotidien, surtout si on était en face d'une amputation du membre dominant. On lui adapte des techniques, ça c'est plutôt l'ergothérapeute, mais le patient il dit je peux pas appuyer sur le bouton d'alarme ou je peux pas faire ci ou là, toujours les trucs de base on essaye. On lui fait des petites adaptations pour manger, pour couper, pour s'habiller. La préparation pour la prothèse connaît plusieurs niveaux, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et toujours dans cette phase, on va orienter en fonction des besoins et des désirs du patient le choix vers une prothèse, qu'on a vu les types de prothèses. On va prendre en compte donc, quelle est la profession du patient, donc l'âge, la profession, le milieu, l'environnement. Donc tout ça, on va prendre en compte et on va dire, en fonction de ce que vous souhaitez, voilà ce qu'on peut vous proposer. Et ensemble, on va le orienter. Parce que parfois, ils travaillent, par exemple, comme
comme on dit, dans un milieu extérieur, une prothèse de nouvelle génération n'est pas forcément faite pour ça. Même si elle est de nouvelle génération, mais ça pas l'aider dans son travail s'il veut l'utiliser. Elle a un autre rôle, mais pas pour le travail. Préparation psychologique, j'insiste, mais c'est vrai que pas toujours, moi dans mon expérience, bon, j'ai vu plusieurs patients qui étaient vraiment extrêmement marqués par ce qui les est arrivé et avec des difficultés pour suivre en rééducation. Des chocs, des dépressions, ils peuvent faire. Il y a certains qui peuvent faire des dépressions sévères, surtout si le contexte il est compliqué. Par exemple, un accident de travail avec des procès derrière. Enfin, ça complique beaucoup l'ambiance des rééducations et le patient, pas seulement qu'il vit la drame de son bras amputé, mais aussi il doit assumer certaines difficultés. L'incapacité, comme on voit, elle est compensable, tant par le dispositif que nous, on va l'aider de le trouver. Mais pas récupérable, irrécupérable. Donc il y a tout un travail de deuil qui va faire avec le psychologue, avec nous, avec le kiné. L'ergothérapeute sont toujours là pour le motiver, pour le pousser en avant, pour essayer de l'aider, de le motiver. Les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes qui voient tous les jours ce patient, ils sont vraiment une aide précieuse pour aider le patient de s'en sortir. Extrêmement important. Donc la phase pré-prothétique. Donc on a analysé le moignon, on a vu les bilans, on a vu les capacités cognitives du patient, on a vu les désirs, les besoins. Il est préparé psychologiquement. On va préparer le moignon. Comment on prépare un moignon d'amputation? Donc il faut maîtriser, pour pouvoir l'appareiller, pour faire l'emboîture, il faut maîtriser le volume. Et au début, il faut maîtriser l'œdème. C'est ça qu'on a le plus souvent maîtrisé. Par quoi? Par les moyens que vous connaissez, par des bandages compressifs, que le patient va être habitué de se les poser tout seul. Et régulièrement, une fois par semaine, on voit les variations. On voit comment il perd quand il perd. Et il faut trouver, à un moment donné, un volume qui est stabilisé. On peut faire plus accéléré. On le fait de temps en temps. Si on veut plus accélérer, on peut plâtrer. Parfois, on plâtre et on perd beaucoup de volume, oui. On perd beaucoup de volume rapidement. Parce qu'il y a certains patients, par exemple, qui ne supportent pas toujours les bandages compressifs, peuvent faire des allergies. Donc, on peut faire de plâtre et on perd rapidement le volume. Et dès qu'on se trouve avec un moignon stable qu'on a vérifié par des mesures effectuées de façon hebdomadaire, on va lancer l'emboîture. Il faut préparer la peau. On les apprend cette année à s'émasser, à préparation de la peau pour qu'elle accepte l'emboîture. La douleur, on va évaluer la douleur avec différentes échelles de la douleur. Il faut savoir que la douleur, dans le cas d'un amputé, est de deux types. Il y a la douleur nociceptive, qui peut être liée à des adhérences, par exemple à des petits névromes, des douleurs liées à la plaie qui est en cours de cicatrisation. Et il y a la douleur du membre fantôme. C'est une douleur qui est liée au problème de reconstruction d'un nouvel schéma au niveau cérébral. Et ces douleurs fantômes sont très importantes et très gênantes au début. Les patients, ils les décrivent tous à peu près pareil.
avec des doigts qui se recroquevillent, des doigts qui bougent. Les descriptions sont un petit peu communes pour les patients. Et ce qui est très, très intéressant, que dès qu'on a mis une emboîture, dès qu'ils ont une prothèse, ces douleurs diminuent. Au début, on est obligé de les traiter par des médicaments, par toutes sortes de techniques de rééducation de la sensibilité, mais à fur et à mesure du temps, quand le moignon a une prothèse dessus, ce type de symptomatologie diminue et le patient qui au début prenait 2-3 médicaments pour calmer ses douleurs, il ne prend plus. Au bout de quelques mois, ils vont disparaître ou sont de moins en moins gênants pour lui. Donc, prise en charge de la douleur, surtout au début, elle est essentielle. Elle est essentielle, surtout au début. La cicatrice, par exemple, il faut qu'elle soit insensible, indolore, qu'elle permet le contact. On va lui apprendre à se la masser, à se la assouplir. On lui apprend bien sûr toutes les techniques de rééducation de la sensibilité, on les fait ensemble. Donc le rôle du kiné, de préparer le patient et de créer des conditions physiques optimales. Ça signifie une épaule qui est raide, il faut bien l'assouplir. Dans le cadre de ce patient, par exemple, vous voyez, on est sur une amputation assez haute. Donc les amputations hautes entraînent très souvent des troubles de la statique qu'il faut corriger. Il faut travailler de façon globale le patient, effectuer un renforcement musculaire, travail de l'équilibre postural, travail de relatéralisation, surtout quand on est sur un membre dominant qui a été amputé. Il faut qu'on l'apprend, par exemple, à écrire avec l'autre main et faire un transfert de dominance pendant le séjour. Petit à petit, le patient va apprendre à intégrer son moignon dans l'image corporelle. On l'apprend également à travailler les compensations par des gestuelles qui vont être différentes ou par des aides techniques. Là, on ne peut pas compenser. Ici, vous voyez différentes aides techniques qui sont proposées pour des amputés, surtout pour les amputés bilatéraux. Fourchette, cuillère pour manger, sont placées directement sur le moignon. Ce sont les kinés ou les ergothérapeutes qui les fabriquent et le mettent à disposition du patient pour l'autonomiser. La rééducation spécifique de l'amputation. Donc on prépare pratiquement, l'objectif c'est de préparer le patient au contrôle de la prothèse. On lui apprend les fonctions de la prothèse par des exercices et surtout on lui donne confiance d'utiliser la prothèse et par l'utilisation répétée, une utilisation répétée va devenir automatique et optimale. Ça, vous voyez comment on évalue et comment on recherche en fait un potentiel musculaire avec des électrodes de surface qui s'appellent aussi des capteurs qu'on va fixer sur le patient direct et puis on va les vérifier sur un écran. On vérifie quelle est la contraction de ce patient sur ses groupes musculaires. Et on voit les deux groupes musculaires, fléchisseurs, extenseurs, et puis on va lui demander de plier les doigts et d'ouvrir les doigts. C'est ça qu'on demande. Plier les doigts, ouvrez les doigts. Et cette contraction, et on va le capter, on va le visualiser avec lui sur un écran. Au début, cette contraction, elle va être faible, le patient ne le contrôle pas. Parce que c'est quelque chose de nouveau et il n'est pas habitué de voir visuellement ses propres muscles sur un écran. Et c'est là le rôle de l'apprentissage, de l'aider à doser la contraction, à faire une contraction forte, faible, à doser les contractions, à l'augmenter. Donc c'est tout un recrutement musculaire à apprendre.
plus fin, plus fort quand il veut faire une prise forte, ou moins fort quand il veut gérer, par exemple, la prise d'un objet qui est toute fin. Ça, c'est l'écran. Vous voyez ici, ça montre quelle est sa façon de contracter. On a les deux schémas. C'est un simulateur de prothèse, c'est un ordinateur en fait, qui est connecté par ces électrodes au patient. Et on l'apprend à améliorer les contractions et surtout à les doser. On lui apprend à les contracter. On lui apprend qu'est-ce que c'est une contraction puissante, qu'est-ce que c'est une contraction faible, à quoi ça correspond. On va lui apprendre à dissocier. Pour certaines prothèses, ils ont besoin de dissocier les contractions. Pour certaines prothèses, ils ont besoin de faire en même temps un certain type de contraction. Et il y a un seuil. On va lui montrer qu'il y a un seuil qui doit atteindre par sa contraction pour faire fonctionner une prothèse. Donc une contraction qui est extrêmement comme ça ne va pas pouvoir ouvrir la prothèse. Donc il y a un seuil sur lequel il va travailler, il va l'attendre et puis dans sa tête il va avoir un schéma et il va savoir quand on va le mettre à travailler sur une main de simulation comment les contractions et qu'est-ce qu'ils font les contractions sur une main. Ça c'est une main de simulation, c'est Virtulimb est appelé. Donc on a choisi un électrode ou un point moteur, si vous voulez, un point moteur d'un groupe musculaire pour la fermeture et un groupe pour l'ouverture. On a placé, on a déjà fait on a stabilisé donc le moignon, on a fait l'emboîture, première emboîture, on a fixé sur première emboîture les électrodes de surface et on va le faire travailler sous la main. Et lui, quand il va contracter ces muscles ténariens qu'on va définir comme des muscles qui vont fermer, il va fermer les doigts. Quand il va contracter le groupe musculaire hypoténarien, il va ouvrir les doigts. Après, il peut faire plusieurs fonctions, mais ça c'est le plus simpliste. Il faut trouver les points moteurs en fait. C'est pas ce qui fait le kiné ou l'ergothérapeute lors de séances. Il faut qu'il trouve les meilleurs endroits où il a un bon signal. Donc c'est la place ici sur une petite surface, c'est facile, mais sur un avant-bras par exemple ou sur un bras, il faut trouver le meilleur endroit où on capte un bon signal sur l'écran. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut trouver les points moteurs, les meilleurs, optimales. Et au moment qu'on a validé ces points moteurs et quand le volume du moignon est stabilisé, on va faire l'emboîture, on va fixer les électrodes dessus, dans l'emboîture qui est en contact avec la peau du patient. Donc condition, il faut que les électrodes qui sont fixées dans cette première emboîture, qui est l'emboîture qui est en contact avec le patient, restent en place sous la peau. Il ne faut pas qu'ils bougent. Ils ne sont pas collés, ils sont maintenus grâce à cette étanchéité de l'emboîture en contact avec le moignon. Impératif pour prothèse provisoire, parce qu'on passe à une étape de prothétisation. Absence de lésions cutanées, si possible, mais on peut faire une prothèse provisoire quand on a quelques lésions cutanées. Que l'œdème il est bien maîtrisé, il n'y a que très peu, parce que sinon on va être obligé en permanence de faire des emboîtures, des tests. Normalement, sur un séjour, on fait minimum 2-3 emboîtures pour un membre supérieur. Donc voilà, il ne faut pas faire trop. Bonne mobilité active, qui est bien sûr travaillée lors du séjour par des exercices donnés par le kiné au patient. Que la force musculaire est suffisante et qu'il y a une habilité cognitive du patient lors de l'apprentissage, qui comprend ce qu'on veut et comment ça fonctionne, comment il va fonctionner sa prothèse, et qu'il est bien sûr persévérant. Il y a des impératifs côté prothèse. Il faut qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit confortable et qu'elle a une certaine esthétique, si possible.
Donc, dans la phase de prothétisation provisoire, donc première emboîture réalisée sur le patient, il y a les premières choses qu'on va lui apprendre, c'est de surveiller la tolérance à la première emboîture. Le durée des ports de la prothèse va augmenter dans le temps. On va lui apprendre à chausser, à déchausser la prothèse. C'est les premières choses qu'il va faire. Par la suite, il va apprendre quelles sont les fonctions de la main prothétique. La plus simple, la pince tridigitale, fermeture-ouverture de la main. Et puis après, il s'entraîne sur différentes prises. En fonction de l'amputation, il va travailler les autres fonctions des effecteurs intermédiaires. Il faut s'imaginer, par exemple, quand vous avez une prothèse, une amputation qui est haute, qu'il faut que le patient il fait un enchaînement, au début un enchaînement contrôlé de plusieurs fonctions. S'il veut, par exemple, prendre quelque chose avec la main prothétique, donc après l'avoir bien contrôlé, il ouvre, il ferme, on fait que ça. Il ouvre, il ferme. Il va travailler, par exemple, la fermeture-ouverture sur des différents objets, des différentes dimensions. On a vu que la prothèse lui permet une ouverture d'à peu près 10 cm. Il va travailler avec des objets de différentes formes, différentes rigidités. Et il va doser. Quand c'est un petit objet tout fin, il va mettre une certaine contraction pour fermer. Quand c'est un objet plus lourd, il va utiliser une autre contraction pour le bien maintenir. Et puis, si l'amputation est haute, il faut apprendre à orienter la main prothétique. Donc, il va faire une succession de gestes qui, au début, sont pas contrôlés. Il faut qu'il ait un contrôle volontaire. Donc, il va plier le coude, tendre le coude, tourner la main pour prendre l'objet en supination. Il va faire la pince, plier le coude. Donc tout ça, c'est des gestes qu'au début, il va les faire lentement jusqu'au moment qu'il ne va plus penser. Il va les faire extrêmement rapide. Donc, il faut que la prothèse arrive à être parfaitement intégrée dans son schéma corporel, avec toutes les fonctions qu'elle a. Et aussi qu'elle a qu'on ne le voit pas, la prothèse, c'est ça. Il faut une prothèse qui est bien faite et qui est bien intégrée. Quand vous voyez un patient amputé avec une prothèse, vous ne devrez pas vous rendre compte qu'il est amputé. Donc ça signifie qu'il a réussi, grâce à un travail spécifique, de faire de la prothèse une partie de soi-même, presque naturelle, qu'on ne la voit pas. Et évidemment faire un travail proprioceptif. Toujours dans les principes de l'éducation, donc il y a une phase d'utilisation de la main ou des greffeurs pour faire un travail. Au début, le travail va utiliser la prothèse avec le bras amputé, sur une seule main. Il va prendre les objets, il va les porter, il va les prendre à différents niveaux, d'un plus en plus coordonné. Il va faire une intégration de la prothèse dans l'espace. Donc il faut travailler à plusieurs niveaux, les objets. Et par la suite, il faut que les deux bras travaillent ensemble et qu'ils sont coordonnés. Le patient, pendant cette étape, il va apprendre à être de plus en plus indépendant pour ce qui est de l'entretien de la prothèse. Entretien du moignon, chaussage, déchaussage, parce que c'est ce qui va garantir une performance à la sortie du processus d'apprentissage. Ça, c'est différents exercices qu'il va effectuer avec la prothèse à différents niveaux, plusieurs objets. Il travaille sur la dextérité, il travaille sur la manipulation, il travaille sur objets qui sont plus ou moins éloignés de son champ visuel. Et on a discuté de la mise en situation
Donc une fois toutes les étapes passées, donc c'est des étapes qu'on crée artificiellement pour lui donner le temps de s'approprier l'outil. Et par la suite, il va utiliser la prothèse dans des situations de vie plus concrètes, en cuisine ou à l'extérieur, à la maison, pour les repas, pour faire du ménage, pour tout ce qui peut lui permettre la prothèse à réaliser. On voit ici dans l'atelier, où ici il essaye de préparer une tarte à pommes. Une fois la phase de prothétisation provisoire finalisée, la étape finale, si on peut dire, c'est là le patient avec une prothèse définitive. Les étapes sont les mêmes, mais déjà le patient, il a eu une prothèse test, il sait l'utiliser et il va seulement perfectionner sous les mêmes principes l'utilisation de la prothèse définitive. Vous avez ici deux patients. Vous voyez le choix d'un patient. Il a souhaité un choix esthétique, une couleur noire pour sa prothèse. Donc toujours l'amputation de bras. Pas parce que j'ai eu plus, mais je sais pas, j'ai eu plus des images d'amputation des bras, malgré le fait que c'est la fréquence, elle est moins importante. Mais les amputations des avant-bras sont quand même plus prédominantes. Mais j'ai eu plus des images d'amputation de bras que des images des avant-bras. Donc ça, c'est un jeune patient amputé du bras qui a choisi une couleur un peu différente de ce qu'on lui proposait. Nous voulions une couleur noire. C'est pas toujours le choix de tous pour la résine. Et puis il n'a pas encore le gant. Ça, c'est une prothèse classique. C'est une prothèse Sensor Speed. Hein. C'est une main Sensor Speed. C'est la main la plus prescrite en France actuellement. Parce qu'en termes de fiabilité d'expérience, c'est avec elle qu'on a plus de recul. C'est une prothèse, une prothèse d'avant-bras qui est utilisée pour faire de la moto, par exemple. Et puis, réadaptation, c'est fait selon le projet de vie. Parfois, on va effectuer avec le patient des dossiers MDPH si un aménagement est nécessaire, soit à la maison, soit dans sa carrière professionnelle. Les patients qui sont amputés nécessitent un véhicule adapté pour reprendre la conduite et un permis adapté. Il faut qu'ils passent un examen auprès d'un médecin qui est expert à la préfecture pour pouvoir bénéficier de ce permis et conduire une voiture. Il y a certains, par exemple, ceux qui sont quadriamputés, qui veulent des aides humaines pour certaines choses de la vie du quotidien. En grande partie, étant donné que ce sont des patients jeunes, on cherche toujours de réinsérer sur le plan professionnel. Soit ils vont reprendre parfois leurs activités d'avant, soit ils vont changer de métier. Quelle est la législation concernant les prothèses? Donc il y a une prescription qui est effectuée sur une ordonnance spécifique. Et cette prescription, on fait une prescription base d'un courrier à la caisse d'assurance maladie. Et suite à cet accord, on va effectuer la prothèse définitive. La prothèse définitive nécessite, elle est en garantie 1 an par le constructeur. Elle nécessite des réparations régulièrement parce qu'elle tombe en panne. Et les garanties pour un renouvellement tous les 3 à 5 ans en fonction de l'utilisation. Les patients qui sont réinsérés sur le plan professionnel, ils ont le droit à plusieurs prothèses. Donc ils peuvent avoir une prothèse Mion
avec une greffeur et encore une prothèse mieux s'il travaille, s'il reprend le travail. Le suivi d'un patient amputé. Dans la première année, on va suivre parce que on peut constater qu'après la réalisation d'une prothèse définitive, le magnon change dans le temps et il a besoin d'un changement de l'emboîture. Dès que l'emboîture n'est plus adaptée, il perd le contrôle de la prothèse est désadaptée et il ne peut plus s'en servir. D'où la nécessité de le faire venir pour vérifier que tout est stable. Et de toute façon, ils vous appellent. Hein. S'ils sont appareillés et ils ne peuvent plus s'en servir, ils vous appellent et il faut les prendre, ces patients, pour vérifier quel est le problème rencontré. À 3 à 6 mois et 1 an, normalement, et avec une révision une fois par an. Les réparations sont prises en charge. Hein. Donc, ce n'est pas le patient qui les paye, ils sont envoyés pareil en prescription à la caisse et c'est la caisse qui va les supporter, les coûts. Donc, lors des visites de suivi, on fait des contrôles du volume du moignon. Si besoin, on va changer l'emboîture, on fait différentes réparations, c'est surtout l'orthoprothésiste. On fait le renouvellement et on réévalue les besoins parce que certains patients peuvent venir avec de nouveaux besoins. Appareiller, par exemple, un patient qui est appareillé avec une prothèse myoélectrique peut à un moment donné changer et souhaiter avoir une prothèse plus performante parce que sa carrière professionnelle a évolué. Donc il faut vérifier s'il y a des besoins et répondre à leurs besoins si possible. J'avais 2 vidéos, mais je ne sais pas s'ils fonctionnent. Non, je ne pense pas. Voilà. Je vois si ça fonctionne sur J'avais un deuxième problème, mais c'était juste pour voir un petit peu les étapes de réalisation, si ça vous intéresse seulement, pour une prothèse iDigit. Ça, c'est pas obligatoire parce que c'est des choses un petit peu plus à part. Les prothèses de nouvelle génération, le problème des prothèses de nouvelle génération, c'est qu'on ne peut pas les prescrire à la base d'une simple ordonnance. Il faut un essai avec ce type de prothèse pendant 1 mois. Donc, ce sont d'habitude des patients qui sont déjà, par exemple, appareillés et qui veulent ils veulent une prothèse plus performante. Donc, ils ont un Sensor Speed, ils veulent un iLimb ou ils veulent un Michelangelo. iLimb, elle est remboursée en ce moment. Donc, le patient exprime le besoin. Je voudrais essayer une prothèse iDigit, par exemple, ou une prothèse iLimb Ultra, qui a la main pour une amputation, par exemple, de l'avant-bras. En pratique, comment on fait? Il faut savoir que, par exemple, les sociétés d'appareillage ou les centres, ils disposent des mains d'essai, mais pas tous les centres ils disposent des mains de nouvelle génération. Donc il faut appeler le constructeur qui vous fournit une main de nouvelle génération. Donc c'est une main qui est essayée partout en France. Hein. Donc cette main, vous le testez avec le patient, vous le faites venir, vous le testez, vous lui montrez comment ça fonctionne parce qu'il y a plusieurs fonctions qu'il faut être acquises, voir s'il est capable de la faire fonctionner ou pas. Les jeunes sont très rapides, hein, ils sont bien en informatique, ils arrivent très très vite à comprendre comment ça fonctionne. Vous faites un essai sur 1 mois. Après, il y a un dossier qui est fait avec un argumentaire en précisant, par exemple, pourquoi un patient qui est déjà appareillé avec une main classique souhaite un autre type de main. Donc il faut bien sûr argumenter sous plan de carrière, sous plan de besoins, tout. Montrer pourquoi la main de nouvelle génération elle est mieux et répond mieux à ses besoins que l'autre. Et puis après, envoyer le dossier à la caisse. S'il y a un remboursement qui passe par la caisse. Et si la caisse donne son accord,
alors le patient peut être appareillé. Sinon, non. Voilà, il faut refaire, enfin, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas si facile que la main Sensor Speed. La main Sensor Speed, ça passe par un processus d'apprentissage. Il apprend, il est appareillé, on fait une ordonnance, elle part à la caisse, l'accord d'habitude, il est donné, et puis le patient part avec sa prothèse. Pour les mains de nouvelle génération, c'est pas pareil. Ce type de main, ça coûte 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Donc on n'est pas sous les mêmes coûts et il faut justifier bien pourquoi ce patient a besoin plus d'une main que de l'autre. Donc c'est comme ça qu'on va prescrire ce type de main de nouvelle génération. Ah oui, ça c'est un patient qui a une main partielle. Ça j'ai des photos que... voilà, c'est des situations concrètes. C'est pareil, avec les mains partielles, j'ai un petit peu plus de photos. Utilisation bimanuelle en informatique pour faire ses lacets avec la prothèse, pour taper sur l'ordinateur, pour manger. Après, qu'est-ce que j'ai aussi Ah ouais. Ça, c'est pour... c'est un de mes collègues qui l'a fait, ergothérapeute. C'est Touch Bionics qui a fait cette... qui a mis sur le marché ce type de main. Le marché dans les amputations des membres supérieurs est très, très, très restreint, d'où le coût, si vous voulez. Il y a très peu des amputés des membres souples. Donc, c'est pas une main qui a un coût petit. C'est un coût très onéreux de ce type de main. Donc, elle montre pourquoi elle est prescrite. C'est depuis 2016 qu'elle est remboursée en France. Avant, ces types de mains partielles, jusqu'en 2016, on ne pouvait pas les appareiller. D'une part parce qu'il n'y avait pas encore la prothèse sortie, et puis d'autre part parce qu'il n'y avait pas le remboursement. Donc, depuis qu'ils ont le remboursement, on commence à mettre ce type de main. Donc, pareil, je vous dis comment elle est faite. Toujours c'est les mêmes principes. Même que depuis 2018, la société qui a mis en marché les Autoboc, les mains Sensor Speed, ils ont mis un système plus intuitif. Le processus d'appareillage, il est plus court encore. Donc vous pouvez appareiller avec les nouveaux systèmes quelqu'un dans une semaine. Donc ce qui passe actuellement dans 2 mois, c'est encore réduit sur très peu de temps. Les patients, intuitivement, ils font plus la dissociation, ils utilisent différemment les contractions et ça réduit beaucoup le temps de séjour passé en centre. Attendez, je le fais sous fond des diapos. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, ok, ça marche. Bon, ça montre un petit peu les performances, le montage, comment sont placés. Poignée, le fait que poignée est libre. Je vous montre qu'il y a un bracelet là qui maintient. Les batteries sont là, pardon. Vous avez les batteries. L'emboîture là externe, fixation des doigts, c'est motorisé. C'est des articulations, mais c'est des prothèses. Le problème, c'est que des prothèses qui tombent en panne. Vous ne pouvez pas les forcer. Surtout le pouce, le pouce, il est très sensible. Il se casse assez rapidement. Les articulations, vous allez voir, c'est pas solide en fait. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel poids sur ses doigts. Il y a des électrodes spécifiques. Il y a plusieurs zones. C'est à cause de ça, il y a plusieurs zones qui peuvent être choisies pour mettre les électrodes. Qu'est-ce que c'est? Les articulations, vous voyez, c'est pas super résistant. Les moulages, vous les avez vus dans la première présentation. Comment elle est faite, négatif, positif, plâtré, silicone. Moulage, fixation des doigts. Toutes les articulations, comment ils sont. Le fait que le pouce est rotateur, mais le pouce, il faut que le patient se le positionne. Hein. Il va les fixer dans une position donnée et souhaitée.
Il y a des fonctions, vari-grip par exemple, c'est là que vous pouvez augmenter la force, plus vous donnez la contraction, plus vous serrez, moins vous donnez, moins c'est fort la prise. Il y a des détections de glissement par des senseurs qui sont dans les doigts. Il porte des charges, mais il faut que la charge soit être portée très près de métacarpe, parce qu'autrement ça casse les doigts. Ça, c'est pareil, le processus d'apprentissage avec le Virtulimb et avec les contractions. Il faut maîtriser le principe, en fait. Le système de commande, il passe par des systèmes de commande. Il y a plusieurs systèmes de déclencheurs, ça s'appelle, mais c'est des contractions, en fait. Des contractions musculaires. Il faut qu'il contracte une fois, 2 fois. Il faut qu'il maintienne une contraction plus longtemps possible. C'est des choses qu'il va apprendre avec nous, mais les jeunes, c'est très rapide. Dans une semaine, ils contrôlent la prothèse. Hein. C'est très rapide. Il y a la nécessité d'avoir un iPod. Et le problème de ces prothèses, c'est qu'il vous faut le logiciel, il vous faut un iPhone pour la prothèse. Pour avoir le programme. C'est le type de déclencheur, c'est des contractions musculaires en fait, qu'il va apprendre avec nous. Toutes les prises possibles, Quick Grip s'appelle. Tout est enregistré sous des logiciels parce que le kit il est fourni par celle qui nous donne la prothèse avec l'ensemble. Il nous donne les doigts. C'est que l'emboîture qui est fabriquée par les prothésistes. Et dans le kit, vous avez des doigts de différentes dimensions. Plus, vous avez des logiciels, parce qu'il faut avoir le logiciel pour travailler, passer dans les fonctions. Enfin, tout est fourni avec l'iPod plus les doigts. Pour la prothèse iDigit. Pour la prothèse iLimb, il vous donne la prothèse avec le logiciel. Donc c'est comme ça arrive dans une espèce de mallette et vous faites votre test et puis si le test est positif, vous faites l'argumentaire et le patient il peut avoir la prothèse. Si l'accord est bon de la caisse. Il y a ça c'est des grip chips, ouais. Voilà, ça c'est, on n'a pas d'un test, il faut qu'il ait une prothèse définitive pour avoir les grip chips. Et puis ils sont 2-3 pour les fonctions les plus utilisées par le patient à la maison, d'habitude, ou s'il est dans un bureau, ou voilà. Voilà, ça c'est un de nos patients, avec une prothèse partielle. Hein. Pince fine, enfin c'est toute une variété de pinces. Hein. C'est vrai que c'est génial quand vous passez d'une pince pack tridigitale à plusieurs types de pinces, index pointé, enfin ça vous change un petit peu de monde. C'est un autre type de prise que vous faites, c'est pas les prises grossières. Vous avez évidemment moins de compensation au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du cou. Donc tous les problèmes cervicaux, des douleurs, etc. que vous les rencontrez chez les gens qui sont amputés, ils ont ce type de prothèses Sensor Speed, ils les ont moins avec les prothèses de nouvelle génération, parce qu'il y a moins de compensation gestuelle. Hein. Ça, c'est des vidéos que j'ai pas. Quantité de prises, mais on a vu que les patients utilisent toujours en fonction de leur activité. Certains types de prises sont plus souvent utilisés par eux. C'est pas tous les prises qui offrent la main, mais certains ils utilisent. Et puis ils ont des prises qui peuvent être personnalisées et programmées. L'écriture, enfin c'est exercice, téléphone, repas. Ça c'est un petit plus. Voilà, avec plaisir. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Non mais juste pour te rassurer,
Oui, c'est sûr. Et